Tu connais sûrement au moins une personne dans ton entourage qui mange comme 4 et pourtant elle ne prend jamais un seul gramme. Et en plus, il y a des chances que cette personne ne fasse même pas de sport, alors toi, ça t'énerve, tu ne comprends pas. Parce que ça se peut que toi, tu galères à maintenir ton poids stable, que tu enchaînes les régimes et que tu vas 3 fois par semaine à la salle de sport. Du coup, en voyant ça, t'es dégoûté. Eh bien, je t'explique en quoi l'épigénétique peut être responsable de cette injustice physiologique, et c'est juste après ça. Salut, c'est Christophe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais te parler de mon projet personnel de reconversion. Si tu n'as pas vu ma vidéo que j'avais postée début 2021 et dans laquelle je te partageais mes objectifs de cette année, eh bien cette année, je m'étais fixé comme objectif de quitter mon ancien boulot d'ingénieur en informatique pour me reconvertir et être à mon compte. Eh bien sache que c'est chose faite. Aujourd'hui, j'ai officiellement quitté le monde du salariat et je suis en train actuellement de créer ma société pour me consacrer complètement et arriver à vivre de cette nouvelle activité autour de la nutrition, de l'activité physique et du sommeil. Alors sache que j'avance toujours dans ma formation de napsothérapeute, même si ces derniers mois je n'ai pas pu m'y consacrer autant que je l'espérais, mais là ça y est, je suis à fond dedans et je suis en train de rattraper mon retard. Enfin, je suis vraiment excité par ce nouveau projet, j'ai vraiment hâte d'avancer. D'ailleurs, je te partagerai l'évolution de tout ça au fil de mes vidéos. Du coup, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne en cliquant bien sur la petite cloche pour être sûr de ne pas rater mes prochaines vidéos. Bon, maintenant revenons au sujet du jour. Je vais te parler d'épigénétique. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien pour moi, l'épigénétique est probablement l'une des découvertes scientifiques les plus importantes de ces dernières décennies. Et dans cette vidéo, je t'explique ce qu'est l'épigénétique et comment tu peux exploiter les dernières découvertes scientifiques autour de l'épigénétique au service de ta santé. Allez, c'est parti. Pour commencer, tu sais qu'on a tous un patrimoine génétique qui nous est propre et qui fait de toi ce que tu es. Ce patrimoine génétique, il est représenté dans nos 46 chromosomes qu'on a hérité de nos parents, 23 chromosomes qu'on a hérité de notre père et 23 chromosomes qu'on a hérité de notre mère. Et ces 46 chromosomes portent plus de 25 000 gènes qui codent notre physionomie, notre morphologie et le fonctionnement de notre corps et de nos organes en général. Ce patrimoine génétique, il est figé dès notre conception. C'est un peu comme quand tu achètes un livre. Quand tu achètes le livre, tous les mots sont déjà écrits du début à la fin et quelle que soit la manière dont tu lis ce livre, ça ne changera jamais. Les mots seront toujours là. Mais l'épigénétique nous montre aujourd'hui que cette information n'est pas complètement figée comme on le pensait. Et d'ailleurs, tu ne le sais sûrement pas, mais en ce moment même, ton propre corps est en train de vivre une adaptation épigénétique qui est directement influée par ton mode de vie, ton alimentation, ton activité physique, ta gestion des émotions. En fait, c'est comme si l'épigénétique empêchait certains de tes gènes de s'exprimer. En fait, toutes les cellules de ton corps reçoivent en permanence tout un tas d'informations, des signaux qui les informent sur leur environnement, qui fait qu'elles vont se spécialiser au fur et à mesure de leur développement, ou tout simplement elles vont ajuster leur activité en fonction de la situation. Ces signaux, y compris ceux générés par tes comportements, que ce soit le tabagisme, le stress, l'alimentation, comme je disais, peuvent conduire à des modifications dans l'expression de tes gènes. Et tout ça, bien sûr, sans jamais modifier les séquences de tes gènes. Alors ce phénomène peut être transitoire, mais il existe aussi des modifications épigénétiques qui soient pérennes et qui persistent dans le temps, même quand les signaux qui ont conduit à cette évolution ont disparu. Par exemple, ce sont grâce à ces adaptations épigénétiques que la même larve d'abeille peut devenir soit une reine, soit une ouvrière en fonction de la manière dont elle a été nourrie. Ou alors un même œuf de tortue peut soit donner une tortue femelle, soit donner une tortue mâle en fonction de la température. Ou encore ce sont ces adaptations épigénétiques qui font que le renard polaire, il devient blanc en hiver alors qu'il est plutôt roux le reste de l'année. Il s'agit bien de l'expression du même code génétique global, mais les facteurs environnementaux ont sélectionné l'expression d'un gène plutôt qu'une autre. Alors il faut bien différencier l'épigénétique de la mutation génétique, ce n'est pas pareil, parce qu'une mutation génétique est codée en dur dans la séquence de l'ADN et ça peut mettre plusieurs milliers d'années avant de se mettre en place dans un organisme vivant. Pour te donner un exemple de mutation génétique, sache qu'avant, il y a très longtemps, le corps humain était capable de synthétiser de la vitamine C, mais au fil de l'évolution, notre alimentation qui était très riche en vitamine C a petit à petit modifié notre code génétique qui fait qu'aujourd'hui, le gène qui était responsable de la fabrication de la vitamine C a été complètement éteint par une mutation génétique, ce qui fait qu'aujourd'hui, plus personne chez les êtres humains n'est capable de fabriquer de la vitamine C. Pour comprendre tout ça, sans trop rentrer dans le détail de la biochimie, c'est pas le but de cette vidéo, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur de tes cellules. Tu le sais sûrement, mais à l'intérieur de nos cellules, le support chimique de notre code génétique, c'est l'ADN. Et normalement, la totalité des cellules de ton corps contiennent exactement le même ADN. Ça peut paraître bizarre,
parce qu'une cellule musculaire par exemple ne fonctionne pas du tout comme une cellule du foie ou encore une cellule de la peau. Or, si toutes les cellules portent exactement le même ADN, elles devraient toutes fonctionner pareil et faire la même chose, non? Eh bien non, justement. Et la différence, c'est que chaque cellule n'exploite pas l'intégralité de l'ADN, mais sélectionne juste la partie qui l'intéresse, entre guillemets, en fonction du type de cellule, de l'endroit où elle se trouve dans ton organisme, du rôle de la cellule, de ton âge, voire même en fonction de ton comportement, si tu es en train de dormir ou si tu es en train de digérer. Eh bien, les gènes utilisés par chacune des cellules vont varier. C'est ce qu'on appelle l'expression des gènes, et c'est ce qui fait que tes cellules utilisent uniquement les gènes qui lui sont spécifiques, même si il existe certains gènes qui soient utilisés par quasiment toutes les cellules de ton corps. Cette expression des gènes permet à une cellule d'utiliser les gènes dont elle a besoin, et ça s'appelle les facteurs de transcription. En gros, ce sont des protéines spécifiques qui vont venir exprimer ou à l'inverse inhiber certains gènes dans le fonctionnement de la cellule. Et du coup, c'est ça qui fait la différence entre un neurone ou une cellule du foie, et ce n'est pas lié à un changement d'ADN, mais bien une différence de la manière dont est lu l'ADN par cette cellule en question. Et ça, c'est la génétique normale. Bon, c'est très simplifié, mais globalement, c'est ce qui se passe chez tous les êtres vivants. Et pourtant, dans les années 70, on a découvert un autre moyen qu'ont les cellules vivantes de changer l'expression des gènes. Et ce sont justement ces mécanismes qu'on appelle aujourd'hui épigénétiques, car ils sont capables de bidouiller la molécule d'ADN sans pour autant toucher à la séquence de base qui la constitue. Une de ces méthodes s'appelle la méthylation des gènes. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est un peu comme si on avait collé des mini post-it vierges sur lesquels il n'y a rien écrit, à la place des gènes dans la séquence d'ADN. Et bien, ces petits post-it vont empêcher la cellule de lire correctement les gènes qui sont censés être présents dans l'ADN, et ça peut avoir pour effet de complètement éteindre le gène concerné. Ces modifications peuvent être transitoires, ça permet à la cellule de contrôler finement certains gènes en temps réel pour pouvoir s'adapter à son environnement. Mais il arrive dans certains cas que ces adaptations soient plus permanentes, et je vais t'en parler après. L'exemple par excellence du phénomène épigénétique, c'est celui du chromosome X. Tu le sais, chez les femmes, il y a 2 chromosomes X, alors que chez les hommes, il y a un chromosome X et un chromosome Y. Toi aussi, ça te rappelle les cours de bio du collège, tout ça? Eh bien, il faut savoir que le chromosome X porte plus de 1000 gènes, et chez la femme, comme il y a 2 chromosomes X, ces gènes pourraient s'exprimer 2 fois plus chez la femme que chez l'homme, mais ça pourrait poser problème. En effet, des études ont démontré que si les 1000 gènes des 2 chromosomes X s'expriment en même temps au moment du développement, eh ben l'embryon meurt parce qu'il est intoxiqué par cette double dose de protéines. Eh bien, pour éviter ça, l'organisme s'adapte en faisant en sorte que l'un de ces 2 chromosomes soit inactivé très tôt dans le développement embryonnaire, en éteignant au hasard tous les gènes d'un des chromosomes X. Et cet état va être transmis lors de la multiplication cellulaire dans tout l'organisme et pendant toute la vie de l'individu. C'est d'ailleurs pour ça que chez les chats, seules les femelles peuvent avoir 3 couleurs sur leur pelage, puisque la couleur noire et rousse sont en fait 2 versions d'un même gène qui sont portées sur le chromosome X. Et du coup, sur le pelage de la chatte, on peut voir les zones où tel ou tel chromosome X a été inactivé ou pas. Tu vois donc qu'en plus de nos gènes, il existe des variations épigénétiques susceptibles d'influencer leur expression. Ça se voit très bien chez les vrais jumeaux qu'on appelle homozygotes, c'est-à-dire ceux qui viennent de la même cellule œuf et qui ont donc techniquement exactement le même ADN, mais leurs marqueurs épigénétiques peuvent être assez différents. D'ailleurs, une étude publiée en 2005 a montré que les différences épigénétiques entre vrais jumeaux augmentaient avec l'âge. C'est-à-dire que par exemple, si tu prends 2 vrais jumeaux à l'âge de 3 ans, ils sont quasiment identiques. Par contre, si tu les reprends à l'âge de 50 ans, on peut observer beaucoup de changements parce que ces personnes présentent des marqueurs épigénétiques très différents. Et ça, c'est d'autant plus vrai que les 2 vrais jumeaux ont eu une histoire et un mode de vie différent. Pour te donner un autre exemple qui est assez fondamental dans l'étude de l'épigénétique, c'est la fameuse famine hollandaise de 1944. En gros, pendant l'hiver 1944-1945, on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Pays-Bas subissent un blocus de l'Allemagne nazie, causant une famine monstrueuse dans le pays, et cette famine a causé plus de 20 000 morts. Mais au-delà de ces morts directes, les scientifiques ont observé que cette famine a eu un impact sur les descendants des survivants à cette famine. Et 60 ans plus tard, on a observé que les petits-enfants de ces femmes qui avaient connu la famine étaient plus petits, plus gros et avaient plus de risques de tomber malades que les autres enfants du même âge. On parle bien des petits-enfants des personnes qui ont connu la famine, ce qui veut dire que cette modification épigénétique
a perduré à travers 2 générations. C'est comme si la famine avait altéré les gènes des survivants à la famine et s'était transmise à leurs descendants. Et aujourd'hui, on pense qu'il ne s'agit pas d'un phénomène génétique, mais bien d'un phénomène épigénétique. Et la différence a son importance. En effet, ces épimutations peuvent se transmettre, mais pas autant une mutation génétique, parce qu'elles sont en fait réversibles. Et en général, elles ne traversent pas plus de 2 générations. Donc si tu as bien suivi, tu as noté que ton histoire personnelle, ton comportement, ton alimentation, ton environnement avait une influence directe sur ton état épigénétique. Et que cet état épigénétique peut en partie être transmis à tes descendants. Ou alors toi-même, tu as potentiellement hérité d'un état épigénétique de tes parents ou de tes grands-parents. Je disais au début de la vidéo que la découverte de l'épigénétique était probablement une des plus importantes de ces dernières décennies. Et c'est principalement parce que ça permet de faire avancer la recherche, notamment sur les maladies comme le cancer. Et qui sait, peut-être un jour que grâce à l'épigénétique, on va comprendre un peu mieux ce qui se passe et arriver à développer des thérapies efficaces basées sur l'épigénétique. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui travaillent sur l'épigénétique et on pense aujourd'hui que l'épigénétique a une responsabilité dans le développement des maladies complexes et multifactorielles, comme les maladies neurodégénératives, que sont la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson ou la maladie d'Huntington. Elle serait aussi responsable de maladies métaboliques comme l'obésité, le diabète de type 2. Il y a même de nombreuses études épidémiologiques qui suggèrent que certaines expositions épigénétiques pendant la vie intra-utérine pouvaient être liées à certaines maladies chroniques plus tard à l'âge adulte. Ce que je veux te faire comprendre à travers cette vidéo, c'est que ton comportement de vie, l'environnement dans lequel tu fais évoluer ton organisme, a une influence directe sur ton état épigénétique et du coup sur ta santé, mais également sur la santé et le patrimoine épigénétique que tu vas transmettre à tes descendants. C'est pour ça que j'estime qu'il est très important de faire le point sur tous tes comportements de vie, que ce soit au niveau de l'alimentation, en essayant de retrouver une alimentation santé, que ce soit au niveau de l'activité physique, en bougeant plus, ou encore que ce soit au niveau du sommeil, en apprenant à mieux dormir et à mieux reposer ton corps. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train de me former en tant que napsothérapeute, et ainsi je pourrais accompagner des gens, peut-être toi si tu le désires, à identifier et à corriger certains comportements qui ont un impact direct sur notre santé. Mon objectif sera d'accompagner personnellement des gens et surtout propager une éducation pour les aider à retrouver un équilibre de vie et ainsi optimiser leur santé, mais aussi la santé qu'ils vont transmettre à leurs enfants. Et bien pour être au courant de tout ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, en pensant bien à cliquer sur la petite cloche pour être bien sûr d'être alerté quand je fais sortir mes prochaines vidéos. Et dans ces vidéos, je te partage chaque semaine une mine d'informations pour t'aider à comprendre et à t'accompagner à corriger les comportements de vie qui ont un impact négatif sur ta santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as appris des choses et que tu feras attention à ton patrimoine épigénétique que tu vas potentiellement transmettre à tes descendants. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu et partage-moi en commentaire ton avis sur la question. Et bien moi, j'ai plus qu'à te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, ciao ciao.